Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du PaniniCast, le podcast d'édition de Panini où Aurélien et moi vous parlons chaque mois de nos sorties. Salut Aurélien. Salut Émile. Un mois qui sera surtout dominé par deux actualités, l'anniversaire de Daredevil pour lequel nous avons prévu une émission dédiée que vous allez bientôt écouter, et la sortie de nos premiers titres poche, nous allons vous parler dès maintenant. Et donc Émile, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la genèse des Marvel Poche? En fait c'est très simple, il y a plusieurs raisons, c'est déjà avec les opérations de petit prix qu'on avait pu lancer quelques années auparavant, on s'était rendu compte qu'on arrivait au bout d'un cycle, dans le sens où les récits qu'on sortait à petit prix étaient souvent des bouts de run, et on se rendait compte aussi qu'on avait un manque éditorial entre les must-have et les omnibus, qui sont deux collections qui fonctionnent bien chez nous. Les must-have ont l'intérêt d'être accessibles aussi bien en termes d'édito que de récits, mais le problème c'est que souvent, pour des raisons de pagination, on ne pouvait pas proposer des récits très longs ou des récits sur la longueur, parce qu'évidemment un run a des hauts et des bas, et de fait c'était plus forcément un must-have à cet endroit. A l'inverse, les omnibus, eux, sont très intéressants parce que justement ils proposent une certaine homogénéité graphique dans la collection, des récits sur la longueur, mais évidemment, pour des raisons d'ergonomie et aussi d'accessibilité prix, ils n'étaient pas forcément les plus... Les meilleurs points d'entrée. Exactement, voilà, c'est ça. Même si j'ai pu constater que des fois, l'omnibus de Brubaker ou des omnibus qui regroupaient des sagas complètes en un seul volume, je pense à l'ère d'Apocalypse ou des choses comme ça, ce sont des omnibus qui ont très vite su trouver un public, malgré le prix, parce que justement, il y avait ce côté, au moins j'ai Ouais, on tout... retrouve tout au même endroit. Ouais. Exactement, voilà. Encore une fois, en plus, c'est pas parce que c'est pas le meilleur point d'entrée, en plus que c'est pas un point d'entrée en tout cas, mais c'est vrai que oui, il manquait quelque chose entre des choses comme les soft covers, comme les must-have, et en effet les omnibus, que tout ça, voilà, il y avait un vide quoi. C'est Et la ça. nature a horreur du vide. C'est exactement ça. Surtout avec des omnibus pour la remplir. Et donc est venue du coup l'idée de sortir justement des séries au long cours, notamment évidemment Ultimate Spider-Man, on en parlera un peu plus tard, qui sont des véritables succès en omnibus et que justement on voulait aussi proposer dans un format plus accessible. Et en plus, le format des Marvel Poche, en tout cas, nous permet, vu que c'est un petit format, de ne pas concurrencer directement les omnibus, puisque des personnes qui ne sont pas prêtes à débourser de l'argent pour des omnibus en raison aussi tout simplement du manque d'ergonomie que cela peut avoir, vont se tourner vers les petits formats et vice-versa. Du coup, il y a des gens aussi qui ne veulent pas lire sur des petits formats, et typiquement, je pense que un Fall Sunrise en petit format n'aurait aucun intérêt, par exemple. Donc du coup, c'est pour toutes ces raisons-là que nous avons décidé de faire cette collection-là. Et aussi, justement, vu que les must-have sortaient aussi beaucoup de récits courts ou de one-shot, nous, on a vraiment aussi comme objectif avec cette collection-là de publier plutôt des récits au long cours pour toucher des personnes qui n'étaient pas intéressées jusqu'ici par des récits au long cours chez Marvel, pour des raisons, encore une fois, d'argent et d'accessibilité. Après, en plus, bon, c'est vrai que moi sur les réseaux sociaux, j'ai pu le voir beaucoup, cette question ou cette blague sur ah, vous faites les panini nomades ou des choses comme ça. Euh, Moi, ce que j'ai envie de dire, et tu me coupes si c'est pas le cas, mais c'est que bah oui, évidemment, on a un regard sur ce qui se fait chez la concurrence, comme la concurrence a un regard ce qui se fait chez nous, et quand on voit une idée qui marche, bah, il n'y a pas de raison de pas l'adapter aussi à notre catalogue pour proposer des choses qui attirent le public. Oui, exactement. Et puis en plus, c'est quelque chose après qui, moi, je pense, peut bénéficier en termes d'émulation, parce que on va peut-être sortir des titres d'auteurs qui sont publiés en Urban Nomade et vice-versa. Oui, puis au-delà de l'émulation qui peut exister, donc le fait que nous on sorte aussi des comics dans ce format-là, ce qui aidera les leurs aussi à avoir de la visibilité. Il y a aussi au-delà de ça quelque chose d'historique. C'est pas parce que là actuellement les Urban Nomad existent qu'ils ont inventé ce format-là, que même la BD en format poche, c'est pas quelque chose de récent, hein. Il y a toujours eu des incursions là-dedans de la part d'éditeurs de BD historiques, façon Casterman et compagnie, Oui, je pensais exactement à eux. Ouais. qui sont allés dans ce format-là. Là, littéralement, j'ai sur mon bureau du Alison Bechdel en petit format. Donc voilà, c'est des choses qui existent de longue date, hein. C'est pas neuf.
Oui, puis en plus, comme on l'a précisé avant, on a la différence aussi près, c'est que on a déjà des must-have qui font l'office de faire des one-shots ou des mini-séries ou en tout cas des maxi-séries dans un format comics qui sont plutôt accessibles en termes d'édito. Et là, du coup, on a vraiment comme ambition de surtout sortir des séries au long cours, comme Ouais. encore une fois Ultimate Spider-Man, parce que justement, la force et peut-être aussi la faiblesse d'une certaine manière de Marvel, c'est de proposer de longues séries intercalées entre elles, qui fait que du coup, ça peut être un peu intimidant au départ, à l'instar des intégrales aussi, de se lancer dans des séries au long cours, comme Ultimate Spider-Man, qui justement fait quasiment 4 omnibus en compter Max Morales, et là qui en fera 11 volumes, ou je pense aussi à un titre comme Civil War, qui arrivera aussi dans les prochaines vagues, Mais et quelle qui... surprise! Non, c'est vrai qu'il y a un côté. On s'est dit qu'il manquait Euh, une édition pour Civil War en fait. Ouais, voilà, c'est un peu la blague. C'est vrai que Civil War, il y a eu de nombreuses éditions et du coup, il y en aura encore une. Mais je pense qu'on va d'abord parler de ce qui sort dans cette vague-là. On pourra réévoquer aussi le cas Oui, Civil War parce qu'il est aussi intéressant, je trouve, dans la manière dont il est proposé. Là, donc, dans la vague initiale, elle est marquée sous le sceau quand même de la ligne Ultimate, du premier univers Ultimate, maintenant, c'est faudrait ça, dire. exactement. Euh, C'est plus canon maintenant. et notamment de Ultimate Spider-Man, qui est de Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Moi, j'ai un amour fou pour cette série qui est une série qui mélange vachement bien le soap opéra adolescent au super-héroïsme. Euh, c'est une série pour le coup qui fonctionne vraiment très 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 bien sur des gros tomes à suivre régulièrement comme ça. On retrouve vraiment une ambiance enfin, pas une ambiance, mais c'est les mêmes muscles qui font que certaines séries de manga marchent vachement bien. C'est le côté, on est avec les personnages, on les voit évoluer, il y a plein de rebondissements, etc. Et en plus, le fait qu'on ait la continuité graphique quand même tout du long. Ce qui est Alors, assez tout, rare sur une série aussi longue en plus, hein. ouais, c'est ça. Alors, tout du long, pas tout à fait, parce qu'on va avoir Bagley qui va être remplacé après 130 épisodes environ Une par paille, une paille. voilà, par Stuart Timonen, puis La Fuente, David Marquez, Sarah Pikeli. Bon, mais au bout du compte, on a un nombre de dessinateurs qui est très réduit sur une série aussi longue, et dont une bonne moitié, on va dire, par Bagley. Et c'est vrai que ça bénéficie à l'immersion, en fait, d'être tout le temps avec le même scénariste et avec quasiment le même dessinateur. Ça participe à ça. Et du coup, c'est vrai que dans un format qui aussi imite quand même le manga, il y a une vraie logique à voir le Ultimate Spider-Man en fer de lance de cette proposition. Puis surtout, ça reste du Spider-Man. Ça découle le Ouais, personnage le plus populaire de l'univers Marvel. Et aussi, dans une série qui est toujours aussi populaire, encore une fois, avec des ventes d'omnibus à l'époque qui nous ont beaucoup surpris. Et donc là, c'est tout à fait logique de le proposer de cette manière-là, parce que c'est vraiment, je pense, le run le plus accessible de Spider-Man actuel, en fait. En fait, disons que ouais. c'est peut-être pas le plus accessible toujours, parce que graphiquement, peut-être que certains pourront trouver ça un peu vieillot, mais en tout cas, je trouve qu'en termes d'idées, de digestion, de toute la continuité Marvel classique, c'est très malin, c'est très bien fait, et vraiment, ouais, disons que c'est vraiment le plus clé en main des univers possibles, quoi. Ouais, et le fait de proposer du coup Ultimate, ce qui sera pour le coup en 3 tomes à côté, c'est jouer la synergie, jouer aussi sur une autre ambiance, avoir quelque chose de quand même super sexy, hein, parce que Mark Millar et Brian Hitch, surtout à cette époque, voilà, ça fonctionne extrêmement bien. Et bon, c'est un peu plus, j'ai envie de dire edgy, quoi. Ça se la joue un peu plus que Ultimate Spider-Man qui est plein de cœur à côté de ça. Là, on est plus dans le côté qui roule des mécaniques un petit peu, mais avec les sublimes dessins de Brian Hitch, on peut rouler des mécaniques comme ça sans problème, hein. Ouais, jamais des personnages avec des lunettes au verre fumé m'ont paru aussi cool. Et c'est un fan de cinéma hongkongais qui dit ça, quoi. Les patchs ou Et, une fac qui veut. Et, euh, et pour compléter du coup ce lancement initial, on a Avengers vs X-Men, Ouais, tome qui 1. était curieusement assez des fois mal reçu, j'ai l'impression. Alors que moi je l'aime bien,
Moi j'adore aussi. En fait, c'est vrai que AVX, c'est vraiment le crossover où, je sais pas, il y a, ouais, il y a une, il fait partie de ces rares crossovers où il n'y a pas vraiment de, je trouve, de consensus. Il y a certains crossovers qui ont laissé une trace plutôt négative dans l'esprit des gens sur le long terme. Je les citerai pas parce que même si on est on essaye toujours de dire la vérité, de parler des œuvres qu'on aime et tout ça. On va éviter de taper sur des œuvres spécifiques. Et à côté de ça, il y a des crossovers qui ont été extrêmement bien reçus et qui conservent cette image-là, on va dire, dans l'esprit général, que ce soit Civil War, Annihilation, ou même des plus Secret récents comme Empire. ouais, je pense. Il y a Secret Empire qui m'est venu. Il y a aussi War of the Realms qui sont Hmm. des crossovers qui ont été globalement très bien accueillis. Ou Axe Judgment Day aussi. C'est Voilà, vrai. ils ont été globalement très bien accueillis. Mais Avengers versus X-Men, il me fait penser à un autre, un peu de la même époque, qui est Original Sin, où il y a vraiment un peu un schisme dans le lectorat, avec ceux qui ont complètement adhéré à la proposition et ceux qui se sont complètement braqués contre. Moi, perso, dans les deux cas, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que je rencontre régulièrement des gens qui n'aiment pas. Pour Dans le la coup, rue, comme ça, dans convention. ouais, non, mais c'est en fait, moi, Les mecs tu ne le random. sais pas, mais je mets ma petite caisse au sol au milieu de la rue et je suis là à dire qui veut parler d'Avengers versus X-Men avec moi. Comme ça, de temps en temps, il y a des gens soit qui viennent en me serrant dans leurs bras, soit qui me jettent des tomates. Voilà. Euh, non, mais tout ça pour dire que au moins, bah, si vous n'avez pas testé Avengers vs X-Men et si on vous a dit ah ouais c'est pas terrible, bah c'est peut-être l'occasion de tenter le coup. En plus, pour le coup, au moins vous vous lancez pas dans une édition grand format qui coûte cher. C'est en poche. Vous avez toute la saga en 2 tomes. Alors toute la saga, en tout cas toute la saga principale, parce que Hmm. pour le coup il y avait une palanquée de tie du côté des Avengers et du côté des X-Men. Là, il y a toute la saga principale avec les prologues et les épilogues, et aussi avec les Avengers versus X, les AVX versus, qui est Ah déjà, oui, je c'est trouve le trop titre bien. génial. Et c'était des petits épisodes où on avait des versions longues des combats qu'on pouvait voir durant tout le crossover. Bah là, ils étaient en version longue, du coup, sur quelques pages au lieu d'être sur quelques cases. Récemment, il y avait Donny Cates qui avait fait ça, je crois, sur le Hulk Banner of War, où justement les barres de vie qui s'affichaient. Et Oui, oui. à chaque fois, c'est très con, mais ça me fait beaucoup rire. Et c'est un peu pareil, ce principe-là, déjà à l'époque. Voilà. Ouais, non, c'est Avengers X-Men, c'est bien. Et puis en plus, il y a une ratatouille de super artistes dessus. Il y a Ouais. Hickman, il y a Romita, il y a Olivier Bendis, Coipel, Coipel aussi, ouais, il y a Jason Aaron déjà, je crois, à l'époque aussi. tout à fait. Voilà. Et en plus, ben, il y a aussi un côté, dans le côté accessible, c'est que c'est les deux plus grandes équipes de Marvel qui s'affrontent. Et Hmm. on est à un moment où bah, on attend encore des nouvelles de l'univers mutant au cinéma. Et proposer Avengers X-Men aussi est aussi ben, plutôt logique dans ce cadre-là, parce que justement, c'est deux équipes qui sont plutôt connues du grand public et qui offrent un crossover qui était quand même dans ce qui permet en termes de développement et de ce qui va devenir par la suite en termes d'histoire, un des jalons importants des années 2010 chez Marvel pour moi. Ouais, non, tout à fait. C'est vrai que ça fait partie pour moi des récits qui ont marqué leur époque. C'est un peu la fin d'une époque et le début d'une nouvelle en plus. C'est la fin de toute la période où Bendis était le scénariste des Avengers et avant le shake-up que va représenter Marvel Now. Hmm. Donc, bon, on va pas rentrer dans les détails et réexpliquer ce que c'est que Marvel Now et tout ça, etc. C'est peut-être pas la place, mais en tout cas, On n'a pas 4 heures. voilà, éditorialement, c'était aussi un point de pivot important. Du coup, on évoque quand même les prochaines vagues, histoire de compléter un petit peu, ce serait logique. Je ne les ai Euh, pas en tête, mais je crois qu'il y a eh Civil bien, War. déjà, Non, dans vas-y. la deuxième, il y aura en plus de la suite d'Ultimate Spider-Man, d'Ultimate, et donc la suite et fin de Avengers versus X-Men, il y aura également le premier tome de Astonishing X-Men de Joss Whedon et John Cassaday, qui, en fait, tu parlais d'accessibilité sur les X-Men et de proposer un récit comme ça. C'est vrai qu'Astonishing X-Men se pose là comme un excellent point d'entrée. Mais pareil, tu parlais aussi des récits au long cours. C'est un petit peu comme Avengers versus X-Men ou Ultimate. C'est pas un récit court, mais c'est pas non plus au Oui, long cours. disons que c'était pas assez court pour être proposé intégralement must-have, Voilà. et en même c'était trop long pour... suffisamment long en tout cas pour faire peur à des gens qui voudraient se lancer dans les icons.
Et durant la troisième vague, du coup, pareil, on aura la suite et fin, au moins, en plus ça va assez vite, de Ultimates et de Astonishing X-Men, la suite d'Ultimate Spider-Man, et le début, du coup, on en parlait, de Civil War. Civil War, en fait, qui aura des sommaires, en fait, identiques, hein, si je dis pas de bêtises, à ceux des Deluxe. On retrouvera dans le premier tome la mini-série principale accompagné d'épisodes annexes, et après ça, en fait, chaque tome viendra étoffer le contexte du récit, quoi. En fait, autant Civil War a été proposé, il est vrai, à de nombreuses reprises, autant ça va être seulement la troisième édition un peu complète du crossover. Ouais, En qui fait, présente toutes les ramifications. Ouais. ouais, il y a eu la publication en kiosque où il y avait eu plus ou moins tout, on va dire. Il y a eu la publication en deluxe, et là, du coup, c'est la troisième fois où on va avoir toutes les ramifications dans une même édition. Donc, en ça, c'est ça que là, on retrouve un peu l'ADN du coup de Marvel Poche, avec ce côté avoir les séries au long cours, avec du coup plusieurs tomes qui permettent d'avoir toute la saga. Et à noter également qu'on proposera en parallèle des titres Marvel, des titres comme The Boys en indé, Mm. titre qui a justement toute sa place parce que justement chez déjà Urban, Nomade, on peut retrouver le de Derek Robertson, le Transmétropolitan, et également aussi puisque actualité oblige, The Boys est une série qui continue de sortir en série sur Amazon, et on voulait aussi proposer un contenu accessible en termes de format pour les personnes qui n'avaient pas encore franchi le pas et découvert le comics. Et franchement, bon, s'ils n'ont pas encore découvert le comics, ils sont pas prêts. Ouais, disons que j'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont se mettre à lire les comics et qui vont se dire: Ah, j'ai aimé Ultimate Spider-Man, tiens, je vais prendre The Boys. Tiens, c'est la même gamme. Ouais. Ça risque de faire un choc. Voilà. Ouais, je pense. Euh, Ça c'est clair. Donc on espère que ce petit tour d'horizon des Marvel Poche en tout cas vous a plu, et puis on espère pouvoir avoir vos retours assez rapidement sur la collection et voir ce que vous en avez pensé. Oui, puis même sur les réseaux, n'hésitez surtout pas à dire quel titre vous souhaitez voir apparaître dans la collection. Nous, évidemment, on a déjà une liste à laquelle on a réfléchi, mais bien entendu, on continue de vous lire et avec attention, et ça peut venir nourrir nos réflexions. Après cet état des lieux de la collection Marvel Poche, nous allons maintenant nous intéresser à un titre inédit. Et Émile, est-ce que tu peux nous parler de l'incroyable Hulk? Avec plaisir, parce que c'est vraiment une des meilleures sorties inédites, je trouve, de ce début d'année avec Ultimate Invasion et puis d'une certaine manière le Captain America de Straczynski. Tu as raison. Merci. Et non, c'est déjà ce que c'est un retour aux origines horrifiques du Hulk après l'immense Immortal Hulk qui est, je pense, aujourd'hui maintenant considéré comme un des plus grands runs avec celui de Peter David. Et on aura l'occasion de revenir justement sur Hulk, je l'espère, dans une prochaine émission. Mais c'est aussi du coup sur Hulk l'occasion d'avoir la rencontre de deux artistes que j'aime beaucoup pour deux raisons différentes. Déjà, c'est Philip Kennedy Johnson, qui est un scénariste que j'ai pu découvrir pour déjà son travail sur Alien, mais surtout pour son immense, je trouve, série Le Dernier des Dieux, qui était sortie chez DC et qu'Urban est sortie en grand format. Une série de fantasy qui était basée sur la tradition orale, le chant, et qui est extraordinaire en termes de, je trouve, de narration et de dessin aussi, avec cet auteur italien dont j'ai oublié le nom, qui est Federici, et qui déjà proposé de l'horreur. Ensuite, avec Alien, euh, Kenny Johnson a prouvé qu'il savait, pareil aussi, écrire très bien sur les xénomorphes, et je trouve pour le coup que les albums sont vraiment intéressants et proposent des choses vraiment cool, notamment le deuxième tome avec toute une histoire sur la religion et une espèce de planète coupée de tout, et un délire un peu messianique qui est, moi je trouve, plutôt cool. Et vraiment ce Hulk-là est dans cette veine-là horrifique, puisque, comme il indique en introduction, c'est un album qui s'écoute, qui se lit, pardon, en même temps qu'en écoutant du Megadeth, et qui aussi, du coup, va vous proposer des histoires pareilles. Pour le moment, il y a un fil rouge qui se dégage, mais
il y a quand même pas mal d'épisodes qui peuvent se lire tout seuls, un peu à l'image du Mortal Hulk. Je pense notamment à des passages dans une secte qui sont vraiment superbes. Et en général, c'est des histoires qui sont en 2 épisodes, je dirais à peu près. Et surtout, bah, il a la chance, PKJ, on va l'appeler, d'être illustré par 2 artistes que j'aime beaucoup. Alors déjà Nick Klein, qui est évidemment un artiste qui maintenant, bah, je veux dire qu'il monte, mais il est quand même pas non plus tout jeune, mais j'ai l'impression que c'est vraiment déjà Deadpool, et puis après ensuite Thor, évidemment, avec Donny Cates, qui l'ont fait vraiment, je trouve, briller. J'ai l'impression qu'à chaque nouveau Ouais, boulot il step up, ouais. que ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle partie du lectorat qui le découvre et c'est cumulatif. C'est-à-dire qu'à Ouais. chaque fois qu'il y a des gens qui le découvrent, c'est mais il est vachement bon, Nick Klein. Ah Oui, putain, ouais. oui, on sait, il est super, il est incroyable. Et c'est vrai que du coup, ouais, depuis Deadpool avec Scotty Young, puis Le Thor. son run sur Thor qui est magnifique. Fabuleux, ouais. Et là, c'est vrai que sur Hulk, il est incroyable. Son Hulk est d'une puissance et d'une. Oh, D'une horreur aussi, en fait. ouais, j'allais dire d'une malveillance presque. Qui... Ouais, en fait, on est fasciné par la beauté des dessins et un peu révulsé par le côté body horror, où je Ouais. pense que c'est une des transformations de Hulk, où on regarde le truc, on est en mode genre, ouh, ça va faire mal. Ouais, on sent les os qui craquent là. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, les covers qu'il fait sont insane. Ouais, Une ouais, avec c'est Man-Thing, elle est magnifique. magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il se repose pas sur son style qui est déjà, moi je trouve, habituel, qui est magnifique, mais en plus, il va proposer dans des séquences de rêve notamment un style beaucoup plus peint, Hmm. qui va mélanger justement. C'est un peu moins précis, avec des contours plus flous. Je sais pas comment vraiment le définir, mais c'est avec des couleurs assez froides. Ça, c'est très très intéressant ce qu'il fait graphiquement. Et du coup, c'est un peu triste pour du coup l'autre dessinateur qui dessine les épisodes de fin, Foreman, que j'aime beaucoup et qui justement aussi a la chance d'être. Alors j'ai oublié le nom du coloriste, mais propose des planches qui sont très différentes en fait du Nick Klein, puisqu'il va plutôt, je trouve, lorgner du côté de Hellboy en termes d'ombre et de personnages, Mhm. notamment bah, pour cette histoire en 2 parties avec Man-Thing, qui, voilà, peut-être d'apparence pourront paraître laides, vu qu'on passe après Nick Klein, mais qui, je pense, vaut la peine de s'attarder, puisque j'aime beaucoup ce style-là. Et Foreman, c'est un artiste dont j'ai pu admirer les planches sur Ultimates, et qui est un artiste un peu, comment dire, peut-être mal aimé au niveau, parce que c'est pas une beauté C'est graphique c'est immédiate, ouais, singulier ce c'est qu'il singulier, propose. c'est Ouais, clivant, et en ça, je ouais, trouve que c'est intéressant. ouais. Mais je trouve en fait qu'il est très très bien utilisé ici. Il avait fait les premiers épisodes de la série de Black Cat de John Oui, c'est vrai, McKay. ouais. En étant honnête, je trouve que c'était pas le meilleur endroit où il pouvait se retrouver parce que sur une histoire très terre à terre, Ouais, et puis peut-être où- qu'on le voit pas dessiner des personnes sexy, j'imagine aussi, peut-être. ouais, il y a peut-être un peu de ça aussi. Je trouve qu'il n'était pas forcément super à sa place. Par contre, tu cites Ultimate de Wing et ici, je trouve que l'étrangeté de son trait, ce côté très numérique, parfois est très lâché. On a des formes qui vont pas complètement jusqu'au bout, etc. Va très bien sur des trucs, ouais, que ce soit du cosmique ou de l'horreur comme ça. Ça correspond assez bien. Alors après, oui, il faut accepter que son arc tranche graphiquement avec ceux de Nick Klein, mais pour moi, ouais, ça fonctionne très bien. Tu parlais des transformations de Banner en Hulk, ou inversement d'ailleurs, celle que dessine Foreman dans son duo d'épisodes est peut-être celle qui m'a le plus marqué, alors que pourtant je suis plus client quand même du Ouais. dessin de Nick Klein, mais celle de Foreman à ce moment-là est vraiment terrifiante, quoi. Ouais. Ouais, et puis là, j'ai vu là, un peu avant là, les numéros qu'on va sortir dans le tome 2 avec Ghost Rider, et c'est pareil, graphiquement, Ouais. déjà les covers. Ouais. Et c'est un truc quand même à signaler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup je vois beaucoup de fans qui sont
parfois un peu agacé de la valse qui peut exister de dessinateurs sur des titres importants, ce que je, ce que je comprends en étant honnête. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai travail de fait, de fond, je trouve, ces dernières années. Et typiquement, là, Hulk, bah, Nick Klein est le dessinateur de Incredible Hulk. Il a certes Foreman qui vient l'épauler sur 2 épisodes ici ou là, mais globalement, c'est lui qui va faire tous les épisodes. On a pu voir sur le Venom de Halloween que Hitch avait enchaîné les 17 premiers épisodes de la série, etc., etc. Il y a quand même un vrai travail qui est fait là-dessus, je trouve, et qui est bon de souligner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté, on vous appâte avec les dessins de Nick Klein sur le tome 1 et il sera plus là dès le tome 2. Non, non, il est là pour le tome 2, il sera là pour le tome 3, etc., etc. Mais en tout cas, c'est un album que je recommande et toi aussi, je crois. Ah oui, oui, complètement. Tout ce que tu as dit, moi j'étais là, je hochais la tête. Alors c'est pas très visible dans un podcast, mais je hochais la tête avec fermeté sur tout ce que tu disais. C'est vraiment une des très très bonnes sorties du mois, voire Un de mois ce d'année, début moi, je d'année, dirais déjà. quoi. Ouais, 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 je suis complètement d'accord. Voilà, c'est vraiment, vraiment excellent. Et dans les choses excellentes, très bien dessinées, et qui parlent aussi un peu de Man-Thing, tu vas nous parler aujourd'hui de Howard le Canard. Tout à fait. Alors, Howard le Canard qui sort du coup en intégrale, parce que décidément, plus rien ne nous arrête du côté de la collection intégrale. Cette année, donc, on sort Dazzler, on sort Brother Voodoo, on sort Werewolf by Night, et dans les Nova. nouveautés, Nova. Mais Nova, c'est peut-être moins impressionnant que Oui, la liste précédemment citée. ouais, quand on a Et sorti donc, Nova, les gens disent boring. ouais, c'est bon, c'est normal de sortir de Nova. Et par contre, ouais, on sort Howard le Canard. Alors Howard le Canard, c'est une œuvre. En fait, c'est C'est bizarre de compliqué le d'en dire. parler sans parler de Steve Jarber, peut-être. Ouais, déjà, mais en plus, c'est une œuvre majeure de Marvel. On a mis du temps à la sortir parce que c'est compliqué de la sortir quand même, parce que on parle d'un canard habillé en veston qui ressemble à un canard type Donald Duck dans l'univers Marvel, donc ça tranche quand même énormément avec tout ce qui se fait à côté. Mais c'est une œuvre majeure de l'époque. Steve Gerber, en fait, est un peu un nouveau venu à ce moment-là dans le giron de Marvel et en tant qu'auteur. Et il va créer ce personnage dans 2 épisodes, Adventure into Fear 19 et Mansing 1. On peut même dire Mansing 1, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le chiffre en anglais. Et vu qu'il utilise ce personnage qui contraste vraiment avec le reste et qui est là en fait pour apporter une certaine touche d'absurde, et quand le personnage il a donné l'impression de l'avoir tué, Marvel a reçu une vague de lettres en protestation et des fans canadiens ont même envoyé par courrier une carcasse de canard au loco de Marvel. Euh, C'était sans doute leur dîner de Noël ou quelque chose du genre. Et il y avait un message sur la carcasse qui disait meurtrier. Voilà. Et donc, bon, bref, il y avait eu tout de suite un attachement très fort pour le personnage, à tel point que Marvel confie à Steve Gerber la tâche, en tout cas l'honneur, je ne sais comment dire, de faire une série régulière Howard the Duck. Et moi, j'en ai toujours entendu parler, en fait, parce que elle a vraiment un statut culte de titre très réussi, quasi indé, on va dire. Et en fait, elle était toujours un peu dans mon radar, mais c'est vrai qu'il n'existait pas d'édition française, voilà. Et jusqu'ici, je n'avais jamais eu trop l'occasion. Et en fait, j'ai lu extrêmement récemment les premiers épisodes. Et alors déjà, la claque a été dès le premier épisode de Howard, où l'épisode s'ouvre sur Howard qui dit qu'il est dans un monde qu'il ne comprend pas, qu'il ne le comprend pas, qu'il est en dépression et qu'il envisage de se suicider.
C'est la première page. La première page, si on voit ce canard anthropomorphe, enfin, même pas anthropomorphe, on a envie de dire canard, Cadaromorphe. ouais, type Donald Duck dans l'univers Marvel, qui est en train de parler de suicide. Et puis il n'y a Euh, pas aussi une référence à Conan, genre c'est Howard the Barbarian, un truc comme ça aussi? le premier épisode, si, voilà, et va accumuler les références à Howard, et en fait, il va avoir tout du long, comme ça, des références à divers genres ou sous-genres des comics. Mais c'est moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est plus que le côté parodique, qui est un peu celui auquel on s'attend, c'est le côté, bah, ça va tout de suite à la jugulaire, quoi. C'est tout de suite, Hmm. on n'est pas là juste pour déconner, on est là pour parler d'angoisse existentielle. Et c'est un peu, c'est un peu le choc. On est là, oh, un canard, ça va être rigolo. Non, non, suicide, page 1. Voilà. Hmm. Et c'est pas genre évacué dès la première page. Ça va être un peu la thématique entière de l'épisode. C'est-à-dire qu'il va aller vers des trucs extrêmement dangereux et il est en mode, bah, de toute façon, j'avais déjà prévu de me suicider, alors au pire. Et en fait, on a vraiment cette espèce d'angoisse permanente autour du personnage, évidemment qui va être quand même évacué à la fin du premier épisode, mais où on voit, bah en fait, on voit la patte de l'auteur, on voit que Steve Gerber parle des choses qui l'angoissent personnellement lui. Il va se servir en fait d'Howard pour parler de tous les sujets qui lui importent et les mettre directement sur le papier. Typiquement, le troisième épisode qui va être illustré, alors les deux premiers sont par Frank Brunner, qui est déjà Hmm. un monstre du dessin. Par la suite, la plupart de la série va être dessinée par Gene Colan, donc pareil, on n'est pas sur un lapin de 6 semaines. Et l'épisode 3 est confié à John Buscema. Mon Dieu, n'en jetez plus, hein, la coupe est pleine. Et où en fait là on va avoir un épisode entièrement dédié à la folie un peu du kung-fu, hein, parce on est en plein milieu des années 70, donc les références sont là. On est sur des références envers Shang-Chi et Master of Kung Fu et compagnie. Et dans cet épisode, en fait, pareil, ça s'ouvre sur Howard qui sort du ciné avec sa copine et qui lui dit non mais c'était nul ce truc où les seules solutions qui sont offertes c'est le recours à la violence. Et en fait, on est en train de lire un comics quand même Marvel, de super-héros, le truc où on a les X-Men, les Avengers, Spider-Man et compagnie, et le personnage principal de ce comics est en train de nous dire non mais il faut arrêter de souscrire à la violence et surtout de proposer ça aux adolescents qui risquent de ne voir ça que comme seule solution dans les conflits de tous les jours. Donc on se retrouve avec une espèce d'autocritique complète de l'industrie du comic book déjà en 3 pages. Donc c'est hallucinant à lire, c'est hyper intéressant, c'est passionnant, c'est marrant aussi parce que évidemment il y a quand même énormément d'humour là-dedans et de côté décalé et qui fonctionne encore vachement bien alors que bon on peut s'imaginer que l'humour du milieu des années 70 ça peut avoir vieilli aussi mais là non ça, en tout cas ça a très bien vieilli. Il a fait un truc à la Coluche aussi. Il s'est présenté au présidentiel, Howard the Duck. Ouais, tout à fait. Contre C'était Jimmy d'ailleurs, Carter. Il y avait des badges et tout, apparemment. je crois qu'ils ont fini par enlever la candidature de peur qu'elle marche trop bien. Bon, pas vraiment en vrai, mais je crois que c'était la narration était autour de ça. Mais en tout cas, oui, il y avait un côté culte autour d'Howard auquel j'avais lu beaucoup de choses déjà sur le fait que oui, c'était une œuvre de Steve Gerber et compagnie, et donc j'attendais de voir, j'avais envie de lire ça, et bah putain, j'ai pas été déçu du voyage, quoi. Ouais. Donc en tout cas, si vous voulez découvrir une des œuvres les plus expérimentales et les plus indées, entre guillemets, de Marvel de l'époque, ça se passe dans la collection intégrale. Et puisqu'il nous reste un peu de temps, on a 2 recos à vous faire. Moi, ce que je lis en ce moment et ce qui me passionne, c'est du manfra, donc du manga français. Et c'est Radiant de Tony Valent. Alors bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, parce que je parle pas quand même d'un truc complètement obscur. Mais c'est vrai que je me suis replongé dedans. J'avais lu les premiers tomes et je m'étais arrêté. Et là, j'ai repris la suite. Et c'est un peu ouais, c'est un peu mon coup de cœur du moment. C'est vraiment du shonen nekutsu, tout ce qu'il y a de plus vénère, avec plein de bonnes idées, avec un raton laveur sous forme de dragon, donc que des choses qui peuvent me plaire. Non, c'est vraiment Toujours un en raton termes. laveur. Toujours. Mais en tout cas, ouais, non, c'est vraiment une. En termes de shonen, ça fait partie des excellentes lectures que j'ai pu faire et en ce moment, je me régale avec ça. Ok.
Et bah, quant à moi, je vous conseille en fait, en ce moment, il y a une campagne de financement participatif pour que sorte Venus Wars de Yoshikazu Yasuhiko. Alors, le titre va sortir dans tous les cas, mais le financement est aussi pour garantir la publication, parce qu'il s'agit d'un petit éditeur qui s'appelle Naban, et donc Yoshikazu Yasuhiko, qui est connu sous le nom de Yas aussi, et en fait le chara designer de Gundam, et Venus Wars, c'est un titre qui parlera pas mal aux fans d'animé des années 80-90, puisque il était sorti à l'époque dans les grandes collections de vidéos qu'il peut y avoir en VHS à l'époque. Et Venus Wars, le film qu'il a lui-même adapté de son manga, est vraiment une tuerie, avec musique de Joe Hisaishi, Before He Was Cool. Et vraiment, c'est un manga qui est vraiment cool en 2 volumes, et qui va sortir en France, et j'ai très très hâte de mettre la main dessus, parce que Yas est un extraordinaire dessinateur. Et donc, c'en est fini de notre tour d'horizon des sorties d'avril. On vous souhaite donc d'excellentes lectures dans ce mois d'avril, et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Ciao Aurélien. Salut Émile et salut à tous.